Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire dans Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un exercice délicat, voire stressant, néanmoins essentiel pour ceux qui, bien souvent, restent effrayés à l'idée de s'exprimer en public. En effet, la prise de parole en public peut s'avérer un vrai cauchemar ou une source de stress pour plusieurs. Pourtant, s'adresser en public ou à un auditoire est une compétence qui s'apprend. Ces derniers temps, beaucoup de personnes, en particulier les jeunes, se bousculent pour participer aux concours d'art oratoire qui se multiplient dans notre pays. À quoi est dû un tel engouement de la jeunesse pour l'art oratoire? L'éloquence serait-elle devenue un enjeu porteur de sens pour les jeunes aujourd'hui? Ce sont là les principales questions qui feront l'objet de notre discussion de cet après-midi. Aujourd'hui, la rubrique Podium Reportage sera un peu dense avec 3 reportages. Dans le premier, nous suivrons un psychologue-clinicien qui nous parlera non seulement des causes de la peur qui saisit certains lorsqu'ils désirent s'exprimer en public. Et dans le deuxième, nous allons vous rafraîchir la mémoire avec la finale du CAOF, le concours d'art oratoire au féminin édition 2021, et aussi la finale du concours d'art oratoire, le génie des lycées. Mais avant d'en arriver là, Dodo Waré nous présente les invités du jour. Regardez. Aujourd'hui, Pélagie est avec Étienne Adjoglé. Il est le pionnier de l'initiative Je plaide. Nadège Boumong, elle est la lauréate du concours d'art oratoire au féminin, édition 2021. Farida Mustafa, elle est la responsable de l'Académie de l'éloquence. Florent Nyanlé, il est le promoteur d'art oratoire, le génie des lycées. Chers invités, bonsoir et merci d'être là à Podium Jeunesse. Comme je le disais tout à l'heure, ces derniers temps, beaucoup de personnes, surtout les jeunes, se bousculent pour participer au concours d'art oratoire qui se multiplie dans le pays. Et Farida, selon vous, à quoi est dû un tel engouement de la jeunesse pour l'art oratoire? D'abord, bonsoir. Bonsoir à tous. Farida. Bonsoir à ceux qui nous regardent. Alors, je pense que cet engouement est dû au fait que aujourd'hui la jeunesse a besoin de quelque chose de différent. Parce qu'on a été longtemps dans un certain moule. École, maison. École, maison et après peut-être boulot quelque part. Mais au fur et à mesure, quand on constate qu'il y a de tels événements qui sont organisés, il y a de tels concours, on veut aller voir ce qui se passe, on veut aller faire la différence. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est qu'on veut se challenger. Parce que les concours d'art oratoire, c'est un moyen de tester nos compétences, tester nos limites et surtout nous confronter également aux autres. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, justement, les jeunes se bousculent pour participer à ce genre de concours. Et puis derrière, bon, il y a des petits cadeaux de gauche à droite, donc ça peut aussi motiver. Je vois Florent. Oui, merci beaucoup pour l'intervention de Faïda. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Je pense que de nos jours, une chose est de féliciter ces concours parce que cet engouement prouve que l'initiative, elle est salutaire. Aujourd'hui, moi, je trouve 2 raisons qui peuvent pousser un jeune à pouvoir s'intéresser à ces concours d'art oratoire. La première raison, c'est le pouvoir qu'on peut accorder à la parole. Aujourd'hui, nous sommes au siècle par excellence de la communication et la jeunesse a compris qu'il y a quand même du pouvoir, il y a quelque chose de très positif à être orateur ou à apprendre à bien parler. La seconde raison, qui est également fondamentale, est due au fait que les compétitions d'éloquence ou d'art oratoire sont des compétitions pour moi sans discrimination parce que ce sont des compétitions qui n'excluent personne. On peut être étudiant, on peut être fonctionnaire, on peut être en série scientifique, en série littéraire, on peut être de la faculté des sciences, de la faculté de médecine. Bref, c'est une arène qui rassemble toutes les compétences et qui donne donc cette parole à la jeunesse de pouvoir s'exprimer, non pas seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble des couches sociales. Merci beaucoup. Nadège, pour toi, en quoi réside l'importance de l'art oratoire? Merci. Je crois que mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses concernant cet aspect-là. Et je salue avant de poursuivre les auditeurs qui nous suivent actuellement. Et pour moi, il est très important aux jeunes de s'intéresser à la parole et surtout à ces concours-là. D'abord, ça leur permet de sortir de leur zone de confort. Et quand je dis sortir de leur zone de confort, d'abord, ces personnes-là se testent en tant qu'orateur ou même en tant qu'être humain. Voilà. Qu'est-ce que je suis capable d'offrir à un public? Comment est-ce que je m'exprime quand je suis devant un public? Et là, ça c'est un point.
Et après tout ça nous prépare à la vie professionnelle. Parce que devant toute chose, il faut savoir s'exprimer. Et quand tu ne sais pas t'exprimer, je pense que tu vas perdre assez d'opportunités. Moi, j'ai vu des directeurs qui veulent défendre des projets devant les autorités, mais qui n'arrivent pas. Pas parce qu'ils ne connaissent pas. Ils avaient du mal à trouver leurs mots. Voilà, ils avaient du mal à trouver leurs mots. Et ça, c'est parce qu'ils ne se sont pas exercés quand ils étaient jeunes. Et là, c'est encore l'importance, en fait, qu'a l'art oratoire pour la jeunesse. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment concernant Moi, la petite inquiétude que j'ai est qu'avec la multiplicité de ces concours, est-ce que finalement, cet art oratoire ne serait pas une distraction pour la jeunesse au moment où, avec cette crise, il faut plutôt faire éclore des talents d'entrepreneurs, Farida? Ce n'est pas une distraction. Parce que si on prend déjà même les thèmes qui y sont abordés, ces thèmes sont pertinents, ces thèmes sont d'actualité. En réalité, participer à de tels concours, ce n'est pas de la futilité, au contraire. Parce que déjà, ça nous permet de travailler notre façon de penser. Quand on participe à de tels concours, il y a certaines règles qu'il faut d'abord respecter. Même pour une personne qui s'exprimait sans cohérence, sans logique, au sortir de ce concours-là, cette personne saura comment le faire. Et même dans la façon d'écrire, parce que force est de constater qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment rédiger même des textes. Il n'y a pas de logique. Mais ce genre de concours, justement, t'apprend à le faire. Et voilà. Donc, ce n'est pas une distraction. C'est vrai, les enjeux aujourd'hui sont nombreux et différents, mais je pense que ces concours d'art oratoire également participent justement à relever ces défis-là. Florent, que pensez-vous de la question? Je pense que la question elle est tout à fait pertinente. Cela me rappelle même une petite histoire. J'étais une fois allé voir un monsieur pour lui parler de ces questions d'art oratoire et puis d'éloquence. Et le monsieur avait paradoxalement trouvé qu'effectivement, ces questions d'art oratoire par ici, c'est devenu le petit colico du quartier, ça se passe ici et là. Mais ce sont des futilités qui éloignent la jeunesse des questions essentielles. J'ai légèrement souri, je n'avais pas voulu porter une estocade à ce raisonnement, mais je profite des antennes de la TVT pour dire de nos jours que même pour des questions entrepreneuriales, nous pensons, en tout cas nous qui faisons partie de la famille des orateurs, nous pensons honnêtement qu'aujourd'hui, tout entrepreneur mérite d'aller à l'école de l'éloquence ou devrait être orateur. Parce que l'entrepreneuriat que nous cherchons à promouvoir aujourd'hui passe forcément par la transmission des idées. L'entrepreneur, c'est cette personne qui a une idée et qui recherche des collaborateurs pour mener ce projet ou cette idée à bon terme. Alors, pour pouvoir le faire, la première personne d'abord à laquelle tu t'adresses, tu dois pouvoir convaincre. Tu dois être suffisamment éloquent pour convaincre de ta pertinence, de la pertinence de cette initiative. Et le faire, c'est s'inscrire à l'école de l'art oratoire. Lorsque je porte un projet, je recherche un financement. Aller défendre ce projet devant les partenaires, c'est une question d'éloquence. Parce que le projet, aussi pertinent soit-il, ne trouvera jamais d'écho favorable à partir du moment où je ne trouve pas les mots et les expressions exactes pour transmettre cette pertinence du projet à une autre personne. Je pense qu'on peut s'arrêter sur cet aspect pour prouver déjà que l'éloquence, c'est une habitude qui est intrinsèquement liée à la nature humaine. On ne peut donc pas vivre et s'épanouir correctement sans pouvoir bien parler. Quelque part, on sera frustré. Donc, ne pas dissocier le fait de bien parler de la nature humaine, selon Effectivement. vous. Justement, cette façon, cette faculté d'avoir de l'aisance et de la facilité à prendre la parole en public, pour certains, c'est un don. Qu'est-ce que vous en dites, Étienne? Alors, je ne pense pas personnellement que l'art oratoire soit un don. Parce que si cela est ainsi, par exemple, si on prend l'exemple d'Homère, il était bègue à la base. Mais c'est avec des exercices qu'il est arrivé à devenir orateur. Donc, même s'il y a des gens qui ont des prédispositions naturelles à s'exprimer en public, je pense qu'après tout, c'est le fruit d'un travail acharné, c'est le fruit de la culture, c'est le fruit de l'exercice. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je le disais en début d'émission que notre rubrique Podium Reportage aujourd'hui sera un peu dense avec 3 reportages. Tout de suite, nous allons suivre le tout premier qui nous est présenté par Sergine Raimondo. Là, vous suivrez le psychologue clinicien qui nous parle non seulement de la peur qui saisit certaines personnes lorsqu'ils décident de prendre la parole en public, comment vaincre cette peur. On regarde. Sueur froide, estomac noué, balbutiements. Pour certains, prendre la parole ou s'exprimer en public est une épreuve redoutable, un véritable supplice. La peur de s'exprimer en public, les causes, c'est
l'anticipation en fait chez la personne. La personne anticipe négativement la situation. C'est-à-dire que dans une situation où la personne devait s'exprimer devant un public, la personne pense déjà que ça va tourner mal, qu'elle ne pourra pas être à la hauteur des attentes du public. Et déjà, ça commence par le stresser. Dans cette anticipation négative est la cause principale parce que la personne a peur des jugements, bien des critiques. La personne se dit que je ne suis pas quelqu'un qui pourrait faire cela, qui pourrait parler aisément parce que la personne s'estime qu'elle n'est pas à la hauteur. Cause secondaire également, c'est qu'il y a peut-être eu un traumatisme dans l'enfance ou bien un vécu par rapport à une situation pareille. C'est-à-dire qu'il y a une situation pareille, la personne a voulu s'exprimer et que ça s'est tourné mal, en fait, parce que les gens se sont moqués de lui ou bien il y a eu des injures qui ont blessé la personne dans son ego, ce qui fait que la personne ne veut plus s'essayer à cet exercice-là. D'abord, en termes cliniques, nous parlons de phobie sociale, axée sur la performance. Quand on vous donne par exemple la parole de pouvoir parler en public, la personne, il y a d'abord la gorge qui devient sèche, il y a des tremblements, et, une hypersudation, c'est-à-dire que la personne est tout en sueur, malgré qu'il peut y avoir de la climatisation, mais la personne est toute en sueur. Et du coup, tout ce que la personne pense, c'est de fuir la situation. La peur de parler en public est très commune et très répandue. Souvent, quelques astuces et une bonne préparation suffisent à surmonter cette angoisse. Chez nous, en thérapie, nous faisons deux choses. Comme je l'ai dit tout au départ, c'est qu'il y a la peur, l'anticipation négative. Et nous travaillons sur cette anticipation négative-là, que nous appelons la thérapie cognitive, qui est assez sur la restructuration cognitive. Parce que ce n'est pas volontairement que les pensées là, subviennent dans la tête de la personne. Mais maintenant, nous aidons à identifier ces pensées négatives-là et à travailler dessus, à ce que la personne puisse anticiper de manière positive le futur. Et maintenant, d'une autre part, il y a aussi la thérapie comportementale qui consiste à faire des exercices avec la personne. D'abord, la personne va s'exprimer devant un petit nombre de personnes et progressivement, quand la personne commence par s'habituer à ce petit groupe-là, on peut élargir les membres du groupe. C'est-à-dire, le nombre va augmenter. Si c'était 5 personnes au départ, on peut aller à 15 personnes. Et là, progressivement, quand la personne commence par s'habituer au petit groupe, la personne pourra aller vers un grand groupe. Apprendre à parler en public développe l'art de se faire confiance. Tout le monde peut progresser à l'oral à force d'entraînement, de conviction et de confiance en soi. Aujourd'hui, nous parlons d'éloquence, nous parlons d'art oratoire. Farida, vous êtes la responsable de l'Académie de l'éloquence. Les mots que le psychologue vient de décrire, comment vous les gérez souvent avec ceux qui viennent chez vous? La première des choses, c'est d'arriver à mettre la personne qui vient vers nous en confiance. Parce qu'il faut dire que c'est aussi une question de manque de confiance. Comme il le disait, on se pose beaucoup trop de questions. Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que je peux ? Est-ce que je suis légitime à parler d'un tel sujet ou d'un tel autre sujet ? Donc, c'est ce manque de confiance-là d'abord sur lequel il faut d'abord travailler. Et au-delà de ça, il y a des techniques qu'il faut nécessairement maîtriser pour faire une bonne prise de parole en public ou pour dire qu'on fait de l'art oratoire. Parce que c'est aussi quelque chose, c'est un distinguo aussi qu'il faut faire. Prendre la parole en public et faire de l'art oratoire, c'est deux choses différentes. On ne le dit pas très souvent, mais c'est deux choses différentes. On peut prendre la parole en public sans nécessairement faire de l'art oratoire. Donc, au-delà de mettre la personne qui vient vers nous en confiance, lui faire comprendre qu'elle est légitime, elle est capable de le faire, elle a toutes les potentialités qu'il faut pour le faire. On lui apprend justement les techniques qu'il faut maîtriser, les techniques qu'il faut acquérir afin de véritablement bien prendre la parole en public ou de faire de l'art oratoire. Merci beaucoup. Florent, que diriez-vous à quelqu'un qui voudrait savoir comment prendre la parole en public? Autrement dit, quels sont les fondamentaux de l'art oratoire, même si Farida vient de dire qu'il y a une petite nuance entre les deux? Quels sont les codes à suivre ou au contraire les erreurs à éviter? Avant de répondre à cette question, permettez que je puisse ajouter quelque chose à ce qu'a dit mon confrère tout de suite. Okay. Sur la question de savoir si la prise de parole en public est-elle innée ou parfois c'est un talent. Si c'est un don. Voilà. Je vais m'inscrire dans la citation de Thomas Edison qui disait que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Cette affirmation est vraie du côté de l'éloquence parce que l'histoire de l'art oratoire nous a enseigné l'histoire de cette grande personne appelée Démosthène qui, à sa naissance, était bègue, zézaïen et même avait des difficultés mentales de telle enseigne que son papa, qui était très riche,
avait reçu même de l'envoyer à des enseignements à l'époque. Et ça, c'est au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais l'histoire toujours nous rapporte que cette personne a réussi à surmonter tous ses handicaps et aujourd'hui a figuré comme faisant partie de l'un des pères de l'art oratoire. Et cette personne, c'est Demosthène. C'est nous prouver donc qu'aujourd'hui, tu peux être cette personne-là qui n'arrive même pas du tout à s'exprimer. Il te suffit d'aller à cette école de l'éloquence et tu le feras avec aisance. Démosthène, Homère et même l'histoire de beaucoup de grands orateurs est passée par là. Et pour en venir justement à votre question, il y a un ouvrage très célèbre qu'a laissé un auteur, Cicéron, qui est également considéré comme un célèbre orateur. C'est une source de richesse. Et dans cet ouvrage de Cicéron intitulé « L'orateur idéal », Cicéron mettait en réalité en avance deux grands orateurs, un appelé Crassus et l'autre Antoine. Crassus et Antoine étaient de très grands orateurs de l'époque, mais s'opposaient sur la même question qui vient d'être posée, à savoir quelles sont les qualités ou quels sont les codes pour être un bon orateur. Crassus, qui était un politicien à l'époque, estimait que pour bien parler, il faut maîtriser la philosophie et le droit. La philosophie entendue comme la science du tout. À l'époque, est philosophe, cette personne-là, qui connaît quand même un peu de tout. Et le droit, parce que connaître les lois. En résumant cette réponse, à notre époque, on suppose simplement que pour être un bon orateur, il faut avoir une bonne culture générale. L'orateur est cette personne qui s'informe et connaît comment fonctionne son entourage. Et à l'opposé, Crassus, Antoine lui disait que pour être un bon orateur, il faut être bon en improvisation. De la réponse de ces grands auteurs, Cicéron a relaté les grandes qualités d'un orateur dans son ouvrage, L'orateur idéal, en disant qu'il faut l'action. Lorsqu'on parle, il faut faire suffisamment de gestes. Mais il faut faire des gestes et non gesticuler. Il faut également de l'élocution. Des gestes calculés. Des gestes calculés, bien évidemment. Il faut une bonne élocution. Et c'est ce qu'a compris Démosthène en commençant déjà à s'attaquer à son bégaiement. Parlant avec des cailloux dans la bouche, etc., etc. Il faut également une bonne culture générale, comme je l'avais dit. Donc, c'est tout un ensemble, un mélange de beaucoup de choses qu'on a l'occasion d'apprendre au sein des académies, à la fois en s'amusant, mais également en acquérant d'autres compétences. On pourrait citer plusieurs autres aspects, mais déjà, la bonne culture générale, la capacité d'une élocution fluide et aussi la bonne action permet déjà de pouvoir assurer les bonnes bases pour un très bon futur orateur. Il y a un téléspectateur qui dit qu'il n'est pas d'accord avec toi parce que certains, lorsque lui, il était à l'école primaire déjà, certains de tes camarades de classe s'exprimaient assez bien, avaient de la facilité à prendre la parole en classe et parlaient un bon français qui était au-delà de leur niveau à l'époque. Donc, est-ce qu'on ne dirait pas que, surtout les enfants qui sont nés dans les milieux sociaux aisés, ont des prédispositions à bien s'exprimer, à avoir de la facilité à prendre la parole en public? Oui, je pense que sur cette question, l'auditeur serait d'accord avec moi par rapport à ce que le téléspectateur serait d'accord, parce que j'ai pris soin de dire que pour certains, il y a ce don. Il y a ce don qui existe. Mais comme l'a dit Thomas Edison, le génie, en fait, dépasse le talent naturel qui nous a été donné. Nous sommes plusieurs à avoir eu des talents, à avoir eu certaines prédispositions naturelles. Mais cela ne suffit pas à faire de toi un génie. À côté de cela, il faut du travail. Et j'ai donné l'exemple de ces personnes qui, dès le départ, n'avaient aucune prédisposition oratoire pour simplement prouver qu'en réalité, pour une personne qui a un don, c'est bien. Elle ne part pas de zéro. Elle part peut-être de 1. Mais pour toi qui n'as rien, qui part de zéro, vous pouvez facilement tous les deux arriver à 10. Et même parfois, tu peux arriver à 11 sur 10. À force de travailler, de s'exercer. Effectivement. Comme je le disais, avec la multiplicité des concours d'oratoire, on assiste aussi à des formations tous azimuts en oratoire qui sont organisées. Maintenant, comment peut-on jauger, Farida, la crédibilité et la qualité de ces formations? Alors, pour ce qui est de la crédibilité, je n'ai pas vraiment envie de me prononcer là-dessus parce que, oui, je n'ai pas vraiment envie de... C'est un mot lourd? Je vais dire ça, parce que souvent, ce sont des organisations ou des organismes qui organisent... Enfin, permettez la tautologie. Voilà. Mais d'un autre côté, parfois, ce sont des individus qui organisent. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais je vais peut-être me prononcer sur la qualité. La qualité, pourquoi? Parce que je me dis, pour véritablement amener une personne d'un état A à un état B, c'est-à-dire une personne qui a du mal à s'exprimer,
pour que cette personne puisse quand même arriver à prendre la parole en public. Ce n'est pas une affaire de 2 heures, ce n'est pas une affaire de 8 heures, encore moins d'une journée. Mais généralement, les formations qu'on voit, qui circulent sur la toile, on vous dira formation en art oratoire de 8h à 16h, par exemple, ou de 8h à midi. Pour moi, ce n'est pas une formation en art oratoire, c'est beaucoup plus une séance de discussion autour de la question d'art oratoire. Parce que, de ce dont je m'en souviens, quand moi j'ai suivi ma formation, sinon mes formations en art oratoire, parce que j'en ai suivi beaucoup, c'est pendant des semaines que ça s'étalait. Au moins, je vais dire minimum 1 semaine pour véritablement cerner le contour. Exactement. Et même là encore, on ne peut pas tout voir. Parce que je le dis toujours, même une formation d'art oratoire qui peut durer sur 3 jours, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Parce qu'en matière d'art oratoire, il y a énormément de choses à voir. Énormément. Et s'il faut allier théorie et pratique, ce n'est pas en une journée qu'on va le faire, clairement. Florent? Je m'inscris dans la logique de Farida pour dire que, bon, bien avant, je ne suis pas une autorité pour juger de la crédibilité de ces formations, mais pour ce qui est de la qualité, je ne vais pas revenir sur le fait que la formation à l'art oratoire est une école de la vie. Elle ne s'arrête même pas après cette formation. Mais bien évidemment, pour une formation en fait, qui fait quelques heures, il faut distinguer formation et sensibilisation. Parce que pour moi, c'est une sensibilisation à l'art oratoire, à l'éloquence, pour permettre donc à ceux qui veulent vraiment s'y inscrire de pouvoir se retrouver dans un autre canal. Je dis aussi souvent à ceux avec qui j'ai l'habitude de collaborer en disant que, en réalité, lorsqu'on fait une formation, plus de 25 personnes, ça tombe également dans la sensibilisation. Parce que la formation a pour objectif par la suite également un suivi. Donc, pour moi, pour juger de la qualité d'une formation en éloquence ou en prise de parole en public, il faut d'abord distinguer ce qui est proposé comme module de formation. Ensuite, la personne également qui transmet cette formation. Parce que, comme je le disais, maintenant que la question de l'éloquence est devenue le petit colico du quartier, pour plusieurs, il suffit d'avoir l'huile de l'igname pour pouvoir frire son colico. Mais il n'aura pas le même goût, certes. Et donc, il faut voir aussi qu'est-ce qui est donné, ces modules de formation, par quoi il faut puisque ce sont des étapes. Une personne vient à toi, elle dit ceci. Parfois, on ne prend pas également le soin de vérifier tout ceci. De quoi est-ce que je souffre? En réalité, c'est comme une cure. On doit savoir quel est ton principal mal. D'autres personnes ne viennent pas en fait pour surmonter leur peur de parler en public. Non. Et même public, je mets ça aussi entre parenthèses parce que de nos jours, combien de personnes voilà, dont on a besoin pour parler de public? De public. Et parfois même, il y a certaines situations qui stressent plus que le public, le micro. La caméra aussi. Voilà. Donc pour d'autres, c'est peut-être arriver à être logique. Pour d'autres, c'est encore plus loin. J'arrive à être logique, mais lorsque je parle, je n'arrive pas à créer de l'impact. Mes discours sont toujours fades. Donc, c'est plusieurs niveaux qu'il faut ressasser pour savoir d'où maintenant, après une formation, c'est un suivi. Pour ceux qui le veulent, c'est un suivi, c'est du coaching. Je crois que ce suivi, dans certains cas, ça serait un travail de longue haleine. Ah oui. Ça dépend des besoins ou des lacunes de la personne. Ah oui. Et parfois, pour parachever, je dirais que une formation en éloquence, c'est comme une formation en natation. Vous savez, vous aurez beau prendre les cours de natation, beau les télécharger sur Internet, les lire, les comprendre. Le jour où on vous mettra devant une piscine, il y a de fortes chances qu'on vous repêche le 3e jour. Donc, à côté de ce qui est dit, il faut une véritable pratique. Il faut un laboratoire pour pouvoir booster cette personne, la pousser vraiment à sortir de sa zone de confort. Je vais terminer en faisant tout de suite un petit distinguo entre formation et puis coaching, parce que de nos jours, il y a également ce petit amalgame. Le formateur est cette personne, en réalité, qui vient et qui te donne des outils pour te permettre d'aller d'un point A à un point B. Le coach n'est pas supérieur au formateur, c'est un autre domaine. Le coach, par contre, lui, il vient, il t'écoute, il te permet de trouver toi-même tes propres outils pour pouvoir passer du point A à un point B. Merci beaucoup. Les concours d'art oratoire se multiplient et on a décidé de s'intéresser rien qu'aux jeunes femmes. L'année dernière a eu lieu la toute première édition de la CAOF, le concours d'art oratoire au féminin. Tout de suite, Sonia Ameniko nous rafraîchit la mémoire avec le reportage qui a été réalisé par la rédaction de la télévision togolaise.
cria de joie. Nadège Abile Boumongué, 20 ans, étudiante en droit international et communautaire, vient d'être sacrée lauréate du concours d'art oratoire au féminin 2021. Une joie débordante, voire suffocante. C'est une très grande joie pour moi, j'ai déjà perdu ma voix. J'avoue que ça a été très difficile dans la préparation parce que j'étais sérieusement malade. Nous avons passé 2 semaines à composer à l'université. 8 minutes en tout et pour tout, le temps qu'il a fallu à Abidé pour convaincre le jury. Un exercice en 2 séquences. D'abord, les 5 premières minutes pour dire pourquoi il est important de mettre les femmes au cœur des préoccupations de toute politique de développement. La femme est le premier modèle de citoyen sur cette terre. Elle est éducatrice, elle est gestionnaire, elle est économiste, elle est docteur, sans même avoir appris le métier. Il est très important de la mettre au cœur de toute préoccupation. De peur d'échouer, c'est qu'elle qu'on construit en premier. Ensuite, les 3 dernières minutes pour présenter son projet. Mon thème, c'était la redynamisation des secteurs d'activité périphériques pour un développement économique inclusif. J'ai été très touchée de voir que dans un village où je m'étais rendue, il n'y avait pas de jeunes. Les jeunes souffrent. Il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée. Mais c'est très alarmant. Ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, c'est très nécessaire de rédiger un projet allant dans ce sens et aider ces populations-là. Tour à tour, sur le podium, chacune des 12 candidates dans une aisance orale arrimée de rhétorique a fait montre de son talent pour se démarquer. Le jury, devant la prestance des oratrices et la qualité des débats, semble visiblement séduit. J'avoue que la tâche n'a pas été très facile pour le jury parce que tous les candidates avaient un niveau très élevé et les prestations étaient au top. Les candidates ont été d'abord notées sur plusieurs critères. L'attirance d'abord. Un candidat qui développe un thème, le gestuel qui développe l'attente du public, la maîtrise. C'est la satisfaction totale. Nous nous sommes portés garants d'être les défenseurs des femmes en valorisant l'excellence, le leadership et la créativité féminine. Monte également sur le podium, à la 2e place, Anan Modibo Koumeyi, Samira Samari, 3e, et Abla Gisèle, 4e place, ferme la manche du podium. Au total, 12 candidates ont pris part à ce concours. 4 venues de l'intérieur et les 8 de leur côté viennent toutes de la capitale. Merci de revenir avec nous au plateau, Nadège. Toutes mes félicitations, même si ça fera bientôt 1 an. Les 1 an sont même déjà passés. Maintenant, dites-nous, pourquoi avez-vous décidé de participer à ces concours? Parce qu'habituellement, on dit que les femmes sont très timides, elles ont de la peine à trouver leurs mots, elles ont de la peine à prendre la parole un peu. Mais toi, tu as eu le courage. Voilà, merci. C'était quoi tes motivations? Voilà, tout à l'heure, nous avons parlé de l'importance pour toute personne, au-delà d'être une femme, on est être humain. Donc, l'importance pour toute personne de participer à ces genres de concours, sinon de s'affirmer, de s'exprimer en public. Et personnellement, il faut dire que j'aimais le challenge. Enfin, j'aime le challenge. Tout ce qui est défi. Voilà, tout ce qui est défi, moi j'adore et j'aime parler. Et une fois, on m'a demandé, c'est quoi tes hobbies? J'ai dit, moi, c'est la parole. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une occasion de m'exprimer, moi, je la saisis. Et donc, quand j'étais enfant, je participais à des trucs de théâtre, à des petits concours par ici et là, jusqu'au lycée et même à l'université. Et donc, quand j'ai vu l'affiche, tout d'abord, j'ai vu la lauréate de l'année passée. J'ai vu comment on a vanté ses mérites. On a dit, voilà, c'était Raïl. On a dit, Raïl, voilà, elle a fait ci, elle a gagné. J'ai dit, elle, c'est qui? Si elle a gagné, c'est que moi aussi, je peux le faire. Voilà. Et donc, comme j'aime toujours être devant, j'ai vu l'affiche, j'ai dit, cette année, c'est pour moi. C'est pour moi, en fait. Voilà. Mais en participant à ce concours, est-ce que vous pensiez remporter la coupe? Au début, et comme je l'ai dit, j'aime saisir les occasions pour m'exprimer partout. Et donc, quand je vois, je ne sais pas, un concours, je me dis, c'est moi qui vais toujours remporter. Et voilà, ça a toujours été... Et quel est le plus que la participation à ce concours vous a apporté? Tout d'abord, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes.
et encore de mesurer mon talent. Parce que je me disais, je sais m'exprimer, mais ce concours m'a permis de savoir, en fait, au-delà de ce que je fais, il y a quelque chose. Prendre la parole devant des personnes, c'est loin d'être ce que je fais d'habitude. Et tout à l'heure, on a parlé des formations. On a demandé, savoir si le fait de pouvoir s'exprimer, l'art oratoire, c'est un don ou si ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà, au début, moi, je me disais que c'était un don, que j'avais le don de m'exprimer, en fait. Mais à travers ce concours, j'ai su que non, ce n'est pas un don. Il fallait que je me forme. Très bien. J'ai l'habitude d'être formée parce que, il y a toujours des séances de formation qu'on organise. Et là, je rejoins le point de Florent. C'est comme si c'était des sensibilisations plutôt que des formations. Mais ce concours m'a permis d'être formée par Florent, qui est ici, que je remercie d'ailleurs, et de sortir en moi quelques qualités que j'avais. Les qualités d'abord de réfléchir au-delà de ce que j'ai devant moi et maintenant de pouvoir le mettre sur papier, mémoriser et transmettre. Je vois. Et par-dessus tout, convaincre. J'ai été très heureuse de découvrir ce concours, mais j'ai été plus heureuse de découvrir le concours Le Génie des lycées, dont nous allons suivre le reportage tout à l'heure. Il nous est présenté par Dodo Waré. Cette loi-là aura tout simplement pour objectif d'enseigner aux élèves, que ce soit à partir du primaire, d'avoir tout simplement une certaine notion sur le numérique. La thématique d'accrochage, la pertinence d'argumentation de Samuel Atiogbe ont séduit le jury. Il est le lauréat de la première édition du concours Génie des lycées, aux côtés des autres candidats venus de tout le Togo. C'était pas facile en fait. Les préparations, les essayages, et à chaque fois, il faut toujours se surpasser. Alors je ne pourrais dire que merci. L'État, en tant qu'autorité souveraine, doit mettre fin à ce fléau. Tous les candidats se sont donnés à fond pour réussir, mais il ne fallait juste qu'un meilleur. Les lycéens regorgent encore du talent et sont des génies. Ils n'ont besoin que d'une place, d'un micro, d'un espace pour pouvoir l'exprimer. Les difficultés ont été énormes et nous remercions toutes ces personnes-là qui sont venues à notre secours pour que cette édition porte les fruits. Le concours Génie des lycées est une initiative qui se veut un creuset d'échange et de sensibilisation afin d'arriver à une adaptation effective de comportements civiques et responsables dans l'usage du numérique et des réseaux sociaux. Voilà, Florent, vous êtes le promoteur du concours d'oratoire, le Génie des lycées, qui est destiné aux élèves à partir de la classe de 4e ou 3e, du secondaire, voilà. Et quel est l'objectif de ce concours? Alors, l'objectif de ce concours, c'est de décentraliser la prise de parole en public, la démocratiser, la permettre de pouvoir également porter ses vertus à l'égard des plus jeunes, les élèves du secondaire, de 6e jusqu'en terminale. Et le second objectif également a été pour cette première édition de les sensibiliser à un usage efficient de l'outil numérique, des TIC. L'objectif, c'est de leur donner à eux-mêmes de pouvoir ressortir l'ensemble des techniques qui leur permettront de se sentir le plus protégés, les réseaux sociaux et tous les dangers qui vont avec. Donc voilà les objectifs qui ont été poursuivis par ce concours et on peut être satisfait. Je vois que ça a été une première pour les lycéens. Comment ils l'ont accueilli? J'avoue que leur engouement à participer à cette compétition a été au-delà de nos expectations. Parce que pour une première édition où on se disait qu'on allait faire un truc à Lomé et aux secondes éditions pouvoir l'exporter, nous avons été agréablement surpris de savoir que les élèves se sont suffisamment mobilisés pour pouvoir participer à cette compétition. Une première édition, c'était 256 candidats qui ont participé. C'était 45 écoles sur tout l'ensemble du territoire national. Je pense que ces chiffres prouvent à suffisance que les élèves l'ont très bien accueilli, les responsables d'établissement également, que je salue au passage. Merci beaucoup pour cet intérêt que vous avez pour les élèves aussi. C'est vrai, on a toujours cru que les concours d'art oratoire, c'était pour les adultes, mais par vous, on a su qu'il y a beaucoup de talent dans nos écoles. Tout de suite, nous allons découvrir une autre manière d'utiliser l'art oratoire. C'est l'initiative Je plaide, qui est une initiative qui se sert de l'art pour dénoncer les maux dont souffre notre société. Nous regardons la vidéo et juste après, on vient en parler en plateau.
L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Voici le premier principe de la conférence du 16 mai 1972, plus connue sous le nom de la Déclaration de Stockholm. Déclaration qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, met les questions environnementales au cœur des préoccupations, ouvrant la voie au concept de développement durable et la naissance de plusieurs programmes de protection de l'environnement, tant sur les plans nationaux qu'internationaux, notamment le programme des Nations Unies pour l'environnement. Plus de 4 décennies plus tard, précisément le vendredi 8 octobre 2021, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies reconnaît pour la première fois que disposer d'un environnement propre, sain et durable est un droit humain. Mais quid de l'effectivité de ce droit dans notre pays? Dans l'esprit des normes internationales de promotion du droit à un environnement sain, la loi numéro 2008-005 portant loi cadre sur l'environnement, dans ses divers articles délibérés adoptés par l'Assemblée nationale togolaise, a permis à tous les citoyens de se rapprocher de leur droit à un environnement sain. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Tous nos concitoyens ne bénéficient et ne jouissent pas encore pleinement de ce droit, reconnu comme étant un droit humain, essentiel d'ailleurs pour l'exercice des autres droits. Droit à la vie, droit à la santé, droit à une libre circulation ou droit à des conditions de travail favorables. À Tabligo, par exemple, une ville située à 80 km de Lomé et connue pour ses ressources minières, les habitants sont confrontés à de véritables problèmes environnementaux. La ville est polluée par l'émission des gaz à effet de serre, due à l'installation des usines industrielles sans cesse grandissantes. À 44 km toujours de la capitale, ce sont les habitants de la ville d'Aného qui sont, eux, menacés par une érosion côtière sans précédent, mettant en péril l'équilibre social et économique de cette ville. Et parce que nombreux vivent encore dans des lieux malsains, exposés Il avait eu très honte le jour-là. aux catastrophes naturelles. Parce que les populations sont toujours en manque d'eau potable et d'un logement social adéquat. Parce que toutes nos communautés ne disposent pas d'un système d'assainissement, je plaide. Je plaide et fais appel à la responsabilité de tous, hommes politiques, représentants des collectivités territoriales, acteurs de la société civile, citoyens engagés, à œuvrer pour rendre pleinement effectif ce droit dans notre pays. L'article 41 de la Constitution togolaise dispose que toute personne a droit à un environnement sain et que l'État veille à la protection de cet environnement. Il est temps que ce droit soit reconnu à tous les citoyens. Tiens, Adjogblé, c'est votre façon à vous d'utiliser l'art oratoire, de le rendre utile. Comment vous est venue l'idée d'entreprendre cela? Il faut dire que ça fait très très chaud au cœur de retrouver Je plaide aujourd'hui sur la TVT. L'idée, c'était après la finale du concours national de plaidoirie. Okay. On avait fini. Il y avait M. André Kaniafanou et Farida qui étaient membres du jury. Et après, André nous a dit, écoute Étienne, tu sais, avec ton équipe, vous parlez très bien, mais qu'est-ce que ça change dans notre communauté? Et on s'est dit, en réalité, OK, on va se réunir, on va contacter encore nos autres collègues qui sont passionnés de l'art oratoire et désormais, nous allons utiliser cet outil-là pour justement dénoncer et faire des approches de solutions. Donc, après, on s'est réunis, on a commencé et c'était même la première vidéo, c'est Grâce qui avait réalisé ça et c'était sur l'arrestation de Fovi Katakou. On a sorti la vidéo et 3 jours plus tard, on l'a laissé. Et donc, ça nous a encore motivés. On a continué, on a fait plusieurs vidéos. On était même au Grand Marché un jour pour le reportage sur la cherté de la vie. J'ai suivi cette vidéo aussi. Il y a une dame qui a dit, mais attendez, je veux parler. Et on lui a tendu la caméra et le micro et elle a parlé. Donc, c'était un peu ça l'histoire. Vous avez été encouragé. Voilà, de Je plaide. Et vous pensez continuer ainsi
en taclant les maux de notre société. C'est vrai que c'est par la vidéo de la cherté de la vie que je les ai découverts sur Facebook. Moi, je ne les connaissais pas, je les ai découverts, ça fait juste 2 semaines. Et je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas de ces gens-là dont j'ai besoin? Beaucoup de jeunes qui ont la facilité de s'exprimer, mais qui ont voulu mettre leur verbe au service du bien-être de la communauté. Et Farida, est-ce qu'ils ne sont pas félicités? Tout à l'heure, juste après la vidéo, je lui ai fait le geste. Parce que, les acclamations. Oui, clairement. Et moi également, il y a cela 2 jours, j'ai vu, je crois, une nouvelle vidéo sur Facebook avec Christine à l'intérieur et l'autre, j'ai oublié son prénom. Exactement, exactement. Moi, franchement, c'est une initiative que je salue. Je te félicite encore de vive voix. Félicitations. Florent, avec tous ces concours d'oratoire et avec ces formules spéciales que certains jeunes ont d'utiliser l'art pour le rendre utile et être utile à leur communauté, peut-on dire qu'aujourd'hui, l'éloquence est devenue un enjeu porteur de sens pour les jeunes? Bien évidemment, mais bien avant. Une fois encore, félicitations à l'ami. Je connais l'initiative parce que j'ai des camarades également qui y collaborent. C'est l'occasion de lui souhaiter les meilleurs vents possibles. Et justement, par rapport à la question, aujourd'hui, l'enjeu de l'éloquence est d'une pertinence à ne plus démontrer. C'est très important de savoir s'exprimer. C'est très important de savoir s'affirmer parce que l'expression orale est une activité qui permet à l'homme de pouvoir s'exprimer. Une personne qui n'arrive pas à le faire, parfois est frustrée. Il ne sert pas vraiment à grande chose d'avoir des idées dans la tête et de ne pas pouvoir les matérialiser à travers la prise de parole. C'est l'occasion donc d'en appeler à toutes les bonnes volontés. Et quand on dit bonne volonté, c'est autant les personnes physiques que les personnes morales à vraiment s'impliquer dans l'éclosion de ces compétitions, de ces initiatives qui tendent à promouvoir la prise de parole en public et l'éloquence. Il en va du salut de nos sociétés, parce qu'une société où l'on parle, où l'on s'exprime, arrive à mieux soigner ses mots qu'une société qui est silencieuse et qui entasse ses mots. Et je crois aussi que pour vivre ensemble, il faut se parler. C'est important de parler. Autre chose, il y a une mauvaise habitude que nous, Togolais, avons, c'est de se moquer de ceux qui ont du mal à s'exprimer. Farida. C'est dangereux. Et ça fait qu'il y a des gens qui se renferment. C'est dangereux, très, très dangereux. Pour preuve, j'ai ma petite cousine qui vient souvent à la maison. Elle est en classe de 5e. Très régulièrement, quand elle vient à la maison, elle a tout le temps son cahier. Elle révise, elle révise. Pour moi, je me disais, la petite, ça va, elle s'en sort à l'école. Mais après la composition, je lui ai demandé, tu as eu combien de moyenne à l'école? Elle me dit, elle a eu 8. J'étais stupéfaite. Je dis, comment tu as eu 8? Pourtant, tu apprends tout le temps. Elle me dit, elle ne comprend rien. J'étais choquée, clairement. Je lui ai dit, OK, en classe, quand les enseignants font les cours, est-ce que tu lèves la main pour poser la question, pour poser la question à l'enseignant et lui dire que tu ne comprends pas? Elle me dit, elle a fait une fois, ses camarades se sont moqués d'elle, elle a décidé de ne plus le faire. Est-ce qu'on comprend? De ne plus prendre la parole en public. De ne plus, voilà. Est-ce qu'on comprend l'ampleur des dégâts qu'on peut causer quand on se moque de quelqu'un qui se trompe? Et pourtant, l'erreur est humaine. Il n'est pas impossible de dire le à la place de là quand on s'exprime, par exemple. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne sait pas s'exprimer ou on est inintelligent. Non, pas du tout. Donc, en réalité, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, une mauvaise habitude que nous avons en tant que Togolais. Et il faudrait que ça change. Parce que ça comment je vais dire, ça frustre les gens, mais également ça les brise. Ça les brise et justement, ça crée des blocages. Ce mauvais comportement, je le remarque surtout lors de Miss Togo. Il y a des filles qui peut-être s'expriment bien, mais avec le nom de Dieu rivé sur elles, elles perdent les pédales et dès qu'elles commencent à prononcer ou dire d'autres mots à la part, d'autres mots, on crie sur elles, elles sont toutes mélangées, elles ne se retrouvent pas et lorsqu'elles revisionnent la vidéo, elles ne se rendent pas compte que c'est elles. Qu'est-ce qu'on peut dire au public togolais? Le public togolais doit apprendre à être bienveillant. Parce qu'au-delà de venir montrer sa beauté physique, je pense que les concours de Miss ont aussi une portée intellectuelle. Parce qu'après tout, même quand nos Miss Togo vont aller à l'extérieur pour Miss Monde, etc., oui, elles vont s'exprimer. Elles ne vont pas aller présenter leur corps. Donc, au-delà de la beauté physique que revêt ce concours de Miss Togo, il y a également l'aspect intellectuel. Donc, il faut apprendre à être bienveillant avec ces personnes qui prennent la parole en public.
Toujours relativement à l'art oratoire, il y a un point à toucher. Nous sommes en pleine période d'examen et vu que la fin des examens ouvre la voie à la problématique de l'orientation scolaire et professionnelle et l'employabilité des jeunes, ne serait-il pas bien que ces jeunes, en qui on a détecté ces talents, se dirigent vers des filières qui le valorisent? Étienne. Alors, je pense que ça pourrait être plutôt le contraire. Le contraire? Le contraire, parce que lorsque, par exemple, une personne s'intéresse à l'art oratoire et est passionnée de ce art-là, l'idée, c'est de ne pas l'amener à dire qu'en fait, il n'y a que l'art oratoire dans la vie. Mais tu peux plutôt mettre ce art-là au service de quelque chose, et c'est ce que nous faisons avec Je plaide. Et dans notre équipe, par exemple, on a des mathématiciens, on a des biologistes, et on a des personnes qui ne sont pas forcément... qui ne s'affirment pas comme experts en art oratoire, mais qui l'utilisent justement à d'autres fins. En les orientant, est-ce que c'est une façon de leur dire il n'y a que ça? Je ne pense pas, Florent. Je n'ai pas très bien compris. Je pense orientation scolaire et professionnelle. Je pense employabilité. Il y a crise, il y a chômage. On détecte des jeunes en qui il y a ce talent. Est-ce que, surtout, le génie des lycées, est-ce que ça ne serait pas bien ou judicieux de les aider à se diriger vers des filières de formation qui valorisent cet art oratoire? Bien évidemment. Moi, je m'inscris totalement dans cette initiative parce qu'aujourd'hui, aux côtés de la jeunesse, notamment pour ceux qui ont leur baccalauréat deuxième partie, nous sommes toujours inscrits dans des filières classiques. Alors qu'avec la mondialisation, le développement d'éthique, il y a beaucoup d'autres aspects qui se développent et nous passons à côté. Aujourd'hui, il est très rare de voir des formations professionnalisantes qui forment en community manager, qui forment par exemple dans l'art de la présentation de télévision, qui forment par exemple dans l'art de l'animation d'événements, etc., etc. L'art oratoire ouvre toute une palette d'opportunités, de possibilités. Et pas plus qu'il y a une semaine, une camarade me posait la question de savoir entre son activité professionnelle et sa passion, qui est l'art oratoire, que choisir. Elle est actuellement entre deux feux. Je l'ai simplement conseillé. Son cœur balance. Son cœur balance et rebalance. Donc, aujourd'hui, peut-être avec la complicité de l'ensemble de la jeunesse et l'appui des aînés, c'est de voir comment arriver maintenant à instituer des centres de formation professionnelle. L'outil de l'éloquence ouvre énormément de portes. Énormément de portes. Et malheureusement, nous avons été dans une situation où nous avons expérimenté avant de venir former. Nous n'avons pas été formés à cela. Nous avons appris sur le tas. Je connais des personnes très brillantes dans l'animation, je connais des personnes très brillantes également dans la présentation, etc., mais qui ne sont pas forcément allées à cette école. On dira qu'elles avaient peut-être un talent naturel, mais elles ont eu besoin de cultiver ce talent-là. Exactement. Jusqu'où vous êtes allé par rapport à votre concours, le génie des... Vous êtes allé à Dapaon? Parce qu'il y a des gens de Sokodé qui nous posent des questions, qui n'ont pas été au courant, mais pourtant on leur dit que c'est un concours national. Et ils sont des élèves, ils auraient voulu participer. Bien évidemment, c'est l'occasion de leur présenter toutes nos excuses parce que, comme je le disais, c'était une initiative qui, à sa première édition, devait se rassembler à Lomé dans l'objectif de tirer les conséquences pour pouvoir mieux se projeter. C'est comme un test. Un test. Okay. Mais nous avons agréablement été surpris de savoir que, même jusqu'à 5 ans, des personnes nous avaient appelés pour dire qu'ils souhaitaient participer à cette émission. C'est l'occasion de remercier les antennes de la TVT puisque le reportage était passé. 5 ans, c'est Dapan, Timbou, Kara, Kanté, Tchévier, Lomé. Nous avons reçu des inscriptions. Donc, nous sommes actuellement en laboratoire. Je pense qu'à la deuxième édition, tout le monde sera servi. Donc, à nos amis élèves de Sokodé, de Kara, de Dapan, n'ayez crainte. Le génie des lycées vient vers vous bientôt. Nous allons tout doucement à la fin de notre échange de cet après-midi. Étienne, votre mot de fin. Alors déjà, merci de nous avoir accueillis dans cette émission-là pour parler surtout de l'art oratoire, quelque chose qui me passionne beaucoup. Je tiens juste à lancer un appel à tous les promoteurs à encore considérer ce art-là et amener justement les jeunes à s'intéresser à ça et à les aider surtout à mieux s'améliorer en utilisant ce art-là. Voilà. Merci beaucoup, Nadège. La nouvelle édition du CAOF, c'est bientôt le mois prochain. Et qu'est-ce que vous avez comme conseil aux candidats de cette année? Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais revenir à la question de la moquerie. Je vais dire à tout le monde, on a l'habitude de dire, quand tu pointes le doigt
sur quelqu'un, c'est que les quatre doigts restants, voilà, ça revient vers toi. Et ce qu'on oublie, c'est que toi qui te moques de l'autre, qui est devant toi, c'est pas comme si tu étais plus éloquente que lui ou comme si tu t'exprimais plus que lui. Voilà, donc de cesser vraiment ces habitudes-là. Et à toutes les filles qui sont inscrites pour cette année, tout d'abord, je leur dis félicitations parce que ce n'est pas chose aisée de prendre sur soi-même l'initiative de s'inscrire à ces genres de concours-là. Et après tout, d'avoir confiance en elle, comme Farida l'a dit tout à l'heure, c'est seulement par la confiance en fait qu'on peut arriver à briser en fait une peur qui est en soi-même. Et après tout, c'est vrai, la finalité c'est de gagner, mais que ça ne soit pas le but en fait, voilà. Voilà, que ça ne soit pas le but de donc chacun s'encourage à gagner, voilà. Farida. Je terminerai en disant que tout le monde devrait s'intéresser à la question de l'art oratoire ou de la prise de parole en public. Parce que je pense que l'art oratoire, c'est la clé du leadership et du développement personnel. Quand on arrive à aisément s'exprimer, je ne vois pas ce qui pourrait encore nous bloquer. J'ai oublié de mentionner que vous avez participé, vous avez représenté le Togo à plusieurs concours. Oui, le dernier, c'était en octobre 2021 en Guinée-Bissau, où je représentais le Togo avec les pays de la CEDEAO. Et vous faisiez partie du trio gagnant. Oui, exactement. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Florent. Merci beaucoup. Je tiens déjà à remercier les amis ici présents, mais je tiens déjà à lancer aussi un appel à dire que ce n'est pas parce que le podium est suffisamment jeune que la question de l'éloquence est une question de la jeunesse. Elle est une question de tout âge. Il faut que chacun devienne orateur ou apprenne à s'exprimer. Et mon appel aujourd'hui, je le réitère, c'est à l'égard de l'ensemble des aînés. Il faut que dorénavant, ils puissent s'associer à cette danse en portant leur soutien à ces initiatives de jeunes qui tendent à promouvoir l'éloquence, mais également pour ces personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, de bien vouloir approcher toutes ces personnes qui le font bien. Le partage nous enrichit, comme on le dit souvent, et je pense que de nos jours, la question de l'éloquence et de l'art oratoire devait être la chose la mieux partagée au monde, à côté de la raison. Voilà, je remercie Étienne Nadège, Farida et Florent pour le rapport à notre discussion de ce jour. Vous l'avez compris, l'art de bien s'exprimer est une compétence utile qui est en train de retrouver ses lettres de noblesse au sein de la jeunesse. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'éloquence est devenue un enjeu fondamental pour les jeunes. Pour finir, sachez-le, Florent l'a dit, tout le monde peut progresser à l'oral à force d'entraînement, de conviction et de confiance en soi. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe technique et Edith Akakbo qui m'a assisté. À samedi prochain.